Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle. Frank Magic. Oh la vache. Mauvais travail. Ça éclabousse. Encore plus d'importance. Frank Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail. Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Michel Tuttle. Le sang de la terre va dépendre de vous. Mauvais travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail, épisode 41. Et comme d'habitude, je ne suis pas... Francky, tu fais quoi là, s'il te plaît? Rien. Si, je vois que tu fais un truc. Non, mais regarde, Michel, c'est quoi cette télécommande avec un bouton en forme d'Australie sur la table, là? Ah ça, non mais franchement aucune idée, hein. C'est Ben de Violence qui l'a laissé chez moi en me disant autoritairement... Michel, je laisse ça ici, dans les mauvais studios, pour aucune raison. Mais s'il te plaît, quand Francky sera là, dis-lui de ne jamais, mais alors vraiment, jamais appuyer sur le bouton en forme d'Australie. Jamais! Je connais trop Francky. Dès qu'il voit ce genre de dispositif, il craque. Ah, ok, cool. Non mais t'inquiète, Michel, je ferai jamais ça. Ouais, t'as intérêt, parce que si tu veux... Il est pas marrant, Michel. À chaque fois qu'il y a un truc marrant à faire, il faut qu'il fasse des gna, faut pas appuyer là-dessus, blabla, bouton en forme d'Australie, gna. Et merde, je suis pas un gosse, je vais pas appuyer. En même temps, s'il y a un bouton en forme d'Australie et si on n'appuie pas dessus, on saura jamais. Oh, je vais faire ça discretos, il dira rien. Ouais, Francky, je te vois. Quoi? Non, vraiment, fais pas ça. Hein. T'as bien entendu ce qu'a dit Ben? Tu fais vraiment... Non, s'il te plaît, fais pas ça. Une demi-pression, non, juste pour voir. Non. Non mais Francky, sérieux, mais qu'est-ce qu'on fout sur une plage australienne pas loin d'Adélaïde en 1948? Je sais pas. Mais tant qu'à faire, profitons du beau temps. Bah ouais, fait chaud là, oh. Ouais, enfin, pas tant que ça non plus. Hein. Mais attends, il fait quoi le mec là-bas? Ouais, c'est vrai, ça, il fait 40 degrés, le gars est en costard sur une plage à fumer une clope, il va se déshydrater le bougre. Ouais, t'as raison. Enfin, t'abuses, hein, il fait pas du tout 40 degrés, on est plus sur un bon 25. Là. T'es vraiment trop breton, toi. Bon, allons faire un peu de prévention pour qu'ils boivent, c'est 1,5 litre par jour. On est sûrement là pour ça. C'est vrai. Merde, il dort. Bah tu rigoles, t'as vu sa tronche, il est tout gris, il dort pas là, et il est mort. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Je suis l'homme de Somerton et je suis mort, vous avez raison. Quoi? Attends, tes lèvres bougent pas, on entend ta voix. C'est un prank ou quoi? Mais c'est quoi prank? Non mais laisse. Bon, tu nous expliques ce qu'on fait là? Et toi t'es mort de quoi? Et cette voix c'est quoi? Ah, cette voix, je trouvais que ça faisait cool, genre... Ouh, je suis un fantôme. Mais bordel, ça claque, non? Parce que je trouve que les fantômes, ou quoi que nous soyons, un certain nos taxes d'ectoplasme, mais moi perso j'aime pas trop ça, ectoplasme, mais je trouve qu'on fait pas assez le taf sur la voix, les effets, vous trouvez pas? Parce que tant qu'il y a un truc qui a rien d'outre-tombe, je pense sérieusement qu'on doit un truc au vivant, un frisson, un truc énorme du genre... Je suis Vigo des Carpates et je suis hyper charismatique nonobstant mon physique de Jacques Grimaud, vous pensez pas? Arrête, tu peux répondre à ma question? Qui était? Tu nous expliques ce qu'on fait là? Et toi, t'es mort de quoi? Eh bien, vous êtes là pour me le dire. Vous allez enquêter. Enquêter? Je suis l'homme de Somerton et je suis mort, Bordel, vous avez c'est pas raison. possible. Est-ce qu'on est dans un point and click ou quoi? Je suis l'homme de Somerton et je suis mort. Oh mais la ferme, on va enquêter, ok? Ouais, mais on commence par quoi? Bah, déjà on se téléporte en 2025 et on commence ça à l'ancienne avec un jingle. Ok. Michel Tuttle et Frank Magic. Enquête sur la mystérieuse mort de l'homme que l'on nomme l'homme de Somerton. Nous sommes donc en 1948, le 1er décembre, dans la ville côtière d'Adélaïde, au sud-est de l'Australie méridionale.
un homme inconnu est retrouvé mort sur la plage de Somerton. Attendez, mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Homme de Somerton? Oui? Vous nous avez suivis en 2025? Mais oui, je fais ce que je veux dans cet épisode, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis mort sur la plage de Somerton? Oh, bah ouais, Francky. Et t'as dit qu'il était mort sur la plage, mais est-ce que t'en as la certitude? Ouais, j'aurais dû dire qu'on l'a trouvé mort sur la plage. Ah ouais, tu t'es un peu avancé en conclusion. Tu sais, Francky, c'est pas bon pour un enquêteur, ça. T'as raison, il faut partir des faits. Et refaire partir l'homme de Somerton en... Enfin, d'où il vient, quoi. Et on fait comment? Bah, je sais pas, on dit Somerton 3 fois, ça a bien marché dans Beetlejuice. Ok, ça a marché dans Beetlejuice. Alors, Somerton... Somerton. Homme de Somerton? T'es toujours là? Non, je repars de là d'où je viens grâce à votre formule magique bien sentie, mais je reviendrai. Cool. Enfin, le rire sardonique à la fin, il en fait trop, je trouve. Bon, ne perdons pas notre temps et commençons par l'annonce de ce mystérieux trépas au grand public. Oui, on va suivre l'histoire à partir du début, à partir des publications des journaux de l'époque, puisqu'une enquête va être ouverte et qu'elle sera alimentée par la presse qui diffusera le profil du trépassé afin que quelqu'un l'identifie. Aussi, et c'est pas la première fois dans Mauvais Travail, Internet viendra secouer tout ça et relancer l'enquête, si bien que les dernières révélations, elles sont toutes récentes. Et vu que l'affaire traînait depuis longtemps dans les tiroirs des mauvais studios, ça a relancé notre intérêt pour l'étrange cas de ce mystérieux gazier. Michel, avant que je digresse, tu disais que nous allions commencer par l'annonce de cette histoire au grand public. Absolument. Alors Francky, je vais appuyer sur le bouton en forme d'Australie et ainsi tu vas retourner à Adélaïde le mercredi 1er décembre 1948 pour chercher le news du jour. Et traîne pas trop, hein. La dernière fois t'es resté beaucoup trop longtemps à ton bar là, le kangourou malicieux. Ok, mais toi tu dis le news, ce qui est pas très français au passage, mais laisse-moi te corriger, parce que c'est les news. Non, le journal s'appelle The News. Ah oui, ok, mais c'est pas les news du jour qui nous intéressent, on est d'accord, c'est la news. Ou la new. Michel, s'il y a qu'une nouvelle, on dit la news ou la new? Bah on dit Francky t'es relou avec tes histoires de singulier pluriel. Alors, commençons par l'annonce de ce mystérieux trépas au grand public. Bon, on saura pas. Michel, appuie sur le bouton en forme d'Australie, je suis prêt. Allez, bon voyage Francky. Bon, c'est pas sur la plage que je vais trouver la new dans The News. Je vais aller en ville. Alors, il faut que tu trouves un kiosque à journaux, là. Achetez The News! De la bonne news toute fraîche du jour! Encore mieux, le journal vient à toi, Francky. The News du jour, c'est par ici! On a trouvé un gars mort sur la plage! Ça, c'est de la news! Tiens, petit, une piécette. Merci, monsieur! C'est quoi ta piécette? Bah, c'est 2 €, mon petit. Tu veux pas plutôt me passer des shillings? C'est comme ça qu'on paye ici en 48. Les euros, ça arrivera bien plus tard et pas jusqu'en Australie. Hein. Eh merde, je suis pas là pour te donner un cours d'histoire géo. Ok, bon, t'as de la chance. J'ai trouvé du shilling dans la poche d'un gars endormi sur la plage. Lol. Bon, allez, ça dit quoi du coup? Attends, je cherche. Ah, voilà. Un homme mort a été trouvé sur la plage de Somerton. Le corps entièrement vêtu d'un homme a été retrouvé sur la plage de Somerton, en face du Crippled Children's Home, à 6h30 aujourd'hui. Jusqu'à midi, la police n'avait aucun indice sur son identité. Le corps n'avait pas été dans l'eau. L'homme était allongé sur le dos contre la digue. Les jambes étaient croisées, et la mort semble s'être produite pendant que l'homme dormait. Une fouille minutieuse de ses poches n'a révélé aucun papier, ni rien qui aurait pu donner un indice sur son nom. On pense que l'homme avait environ 40 ans. Il mesurait 1,80 m et était bien bâti. Il était rasé de près, avait des cheveux clairs légèrement gris sur les tempes, des yeux noisettes. Il portait un manteau croisé gris et marron, un pantalon, des chaussettes et des chaussures marron, un pullover en laine tricoté marron, une chemise et un col blanc et une cravate rouge-blanc-bleu. Merci Francky. Bon, on a une description assez précise. Alors moi, je me dis que si quelqu'un l'a perdu de vue mardi soir, il a pu lire le journal de mercredi. Alors, voyons le journal de jeudi. Marty Frankie McFly, je t'envoie au lendemain le 2 décembre 1948. Vers le passé. Ok, Doc. Il y a un autre vendeur de journaux là-bas. Révélation sur l'inconnu retrouvé mort sur la plage. C'est plus un inconnu maintenant. The Advertiser vous dit tout. Ah, voilà les news sur la new d'hier. Tiens, petit, une piécette. Je crois pas, non. Moi, je bosse pour The Advertiser, c'est 2 piécettes. Je cherche l'article. Je veux savoir c'est qui l'homme de Somerton. Ah, ça dit quoi? un corps que l'on pense être celui de Essie Johnson
âgé d'environ 45 ans de Archer Street, Payneham, a été retrouvé sur la plage de Somerton, en face du Crippled Children's Home hier matin. Achetez The News, la vérité sur A.C. Johnson. C'était pas lui le mort sur la plage. The Advertiser raconte n'importe quoi. Et sinon, tu veux pas te ramener dans les studios après avoir acheté tous les journaux que tu veux là? Parce que je vois que t'es à 2 pas du kangourou malicieux et moi ça me rassure pas. Ouais, juste une pinte et je reviens. Non, prends la paperasse et là tu reviens. Bon, attends, il faut goûter la bière du coin. Non. J'en ai pas pour longtemps. Allez. Ah, enfin dans les mauvais studios. Ah, bienvenue mon pote, alors on a quoi? Enfin, je veux dire, à part tout le sable que t'as foutu sur la moquette des studios, on a quoi? On a ça. Ok, l'explosage de budget, bah pour sûr on a de quoi lire. Ouais. Bon, je t'explique. Je suis resté 12 jours là-bas. C'est mignon comme coin. Ça m'a permis de collecter les journaux qui sont sortis pendant ce temps-là. Tu vas voir, il y a des pistes. À commencer par celle de Monsieur Johnson révélée le 2 décembre et qui, à ce que j'ai compris, a été démentie le jour même. Exactement. Suite à l'annonce de The Advertiser, The News annonce que l'enquête a fait un bond en avant et un bond en arrière en avançant un premier nom qui pourrait correspondre au défunt, à savoir ce Monsieur Johnson comme on l'a entendu à l'instant. D'accord. Mais lorsque Johnson se rend au QG de la police, pour faire savoir que non, il n'est pas mort, nous voilà revenus au point de départ. Ouais, mais dis-moi, le mec, ok, il avait pas de papier d'identité ni rien, mais je sais pas, il y avait pas un indice qui aurait pu nous orienter indirectement vers lui? Genre les étiquettes sur ses fringues afin d'identifier le fabricant? Ouais, genre ça, ouais. Eh ben, ces fameuses étiquettes, elles ont toutes été soigneusement retirées des vêtements du gars, donc non. Michel, peux-tu nous faire un inventaire exhaustif de ce qui a été retrouvé sur ce type? J'ai tout noté sur mon bon vieux carnet en forme de stylo, avec mon stylo en forme de carnet. Alors, selon la police qui a analysé la scène, l'homme a été retrouvé le mercredi matin à Somerton à 6h30 avec une cigarette qui n'a pas été allumée derrière l'oreille. Mais laquelle d'oreille? Bonne question, car selon Wikipédia, c'est derrière l'oreille. Alors, soit c'est une omission, soit le mec n'a qu'une oreille, et cette oreille, elle est ni à gauche ni à droite, un peu comme la politique de Macron. Et oui, je préchote la vanne qui te démangeait déjà. Comment tu sais? En revanche, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'une autre cigarette à moitié consumée est présente dans le col de son manteau. Le col droit ou le col gauche? Le col droit. Dans une de ses poches, on retrouve un ticket de train de seconde classe à destination de Henley Beach depuis Adélaïde émis le mardi, la veille de la découverte du corps. Celui-ci n'a pas été validé. On retrouve également un ticket de bus de la ville, lui validé, un petit peigne américain en aluminium, un paquet de chewing-gum fruité à moitié plein, un paquet de cigarettes de la marque Army Club contenant des clopes de la marque Kensitas et une boîte d'allumettes Brian Almay aux 3/4 vide. Le ticket de bus a été utilisé pour descendre à un arrêt situé à environ 1100 mètres au nord de la position du corps de la victime et niveau shilling, a priori le mec était à sec. L'homme sera un adulte de 40 ans, bien bâti, un physique de coureur de fond selon l'autopsie. Il mesurait 1m80, ses cheveux étaient clairs tirant vers le gris au niveau des tempes. Il était rasé de près et avait les yeux noisettes. Ses mains nous laissent supposer qu'il ne pratiquait pas un travail manuel. L'homme, lors de la découverte, était entièrement habillé et n'avait pas pataugé dans l'eau avant son trépas. On suppose assez rapidement, peut-être trop, qu'il serait mort pendant son sommeil. Concernant ses empreintes digitales, après prélèvement, force est de constater qu'il n'est jamais passé entre les délicates mains des forces de l'ordre, car aucune correspondance n'a été relevée. Je tiens l'info des collègues du Central Fingerprint Bureau de Sydney. Et tout de suite, la chronique mode de Michel. Alors, niveau sap, on est sur des fringues de qualité à base d'une chemise blanche avec cravate à rayures rouges, blanches et bleues, ainsi qu'un pantalon marron. Il portait également un pull vert brun tricoté, une veste élégante grise et marron à double boutonnage de style européen. Pas un fashion faux pas pour le trépasser. On l'a déjà dit, toutes les étiquettes mentionnant les marques des vêtements ont été soustraites à ceci et ce récemment. Petit détail intéressant, enfin on verra si c'est intéressant, mais le gars n'arborait pas de chapeau, ce qui est vraiment très inhabituel en 1948, surtout pour un homme en costume, et ça c'est un vrai fashion faux pas les amis. Ouais, je confirme, en me baladant là-bas, j'ai pas vu une tête d'homme costumé qui n'était pas chapeauté. Et concernant l'autopsie, mon Francky médecin légiste, ça a donné quoi? Eh bien, ça va pas te plaire Michel, car après avoir trifouillé le corps de ce mort, j'en ai vu des choses, ah oui. Francky, fais pas comme si c'est toi qui avais fait le sale boulot, viens-en au fait, vite. Je fais ce que je veux, c'est aussi mon émission mon mignon. Bref, après une longue et chaude journée à trifouiller des corps dans tous les sens parce que je suis médecin légiste... Francky... Chut. J'ai trifouillé sévère celui-là et je peux te dire que le bouc s'était boulotté une bonne grosse tourte environ 3 ou 4 heures avant le décès. Mais je n'ai pas décelé de substance suspecte dans le corps. Je suis quasiment sûr que la cause de la mort n'est pas naturelle et croyez-moi, pendant ma longue carrière de médecin légiste, j'en ai vu des corps dont la mort était naturelle et celle-ci ne l'était assurément pas.
Étant également poisonologue, je peux te dire que ça pourrait être un meurtre au barbiturique ou un soluble hypotonique. Un quoi ? Un soluble hypotonique. Une solution hypotonique est faible en tonicité. Elle présente une concentration de sel et de sucre inférieure à celle du sang et est donc absorbée à un rythme plus rapide. Je ne pense pas que ce soit à cause de la tourte et je n'espère pas, car j'aime ça les tourtes et étant tourtologue, je peux l'affirmer sans bégayer. Non mais enfin, John Burton Cleland aurait pu se targuer de tout ce récit car c'est lui le vrai pathologiste qui a fait ses examens et puis arrête avec cette voix là, c'est énervant. Certes, en tout cas, ceci est le résultat d'une première autopsie. Chou blanc quoi. Ok, et ensuite John contactera la... J'ai contacté des collègues à Scotland Yard et ils arriveront aux mêmes conclusions que moi. John Burton Cleland a fait ses conclusions, ce qui fait qu'il y aura plusieurs autopsies, un peu comme les mixtapes de Booba, autopsie 1, 2, 3... Tout à fait, Moret. Et quand il y a autopsie, après, il y a enterrement. Sauf qu'il faut que les invités soient au courant. Pour ça, il faut déjà savoir c'est qui le mort. C'est pourquoi, 10 jours après son décès, le corps de l'homme de Somerton est embaumé à l'égyptienne. Ainsi, il est conservé à la morgue pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'un jour, il soit vraiment identifié. Oui, car en à peine 10 jours, la presse ayant diffusé le signalement du monsieur dans le pays, avec une photo du mort pour aider, ce sont des dizaines d'appels reçus par la police et plus d'une vingtaine de visites à la morgue pour l'identifier, mais... Là encore, chou blanc. À croire que là-bas en Australie, les gens disparaissent comme ils perdent leur clé de bagnole. 38 000 signalements par an, c'est les chiffres d'aujourd'hui. Dans le cas présent, ça veut dire que sur une période de 10 jours en Australie, des dizaines de plus ou moins sosies du Somerton Man étaient perdus de vue dans le pays. Peut-être qu'ils sont tous victimes d'un tueur qui ne supportait pas leur tête. Un tueur en série de sosies à base de délit de faciès. Ouais, peut-être, mais j'imagine que pendant tes 12 jours à Adélaïde, t'es pas allé jusqu'à te renseigner sur toutes les identités présupposées de notre malheureux cadavre du mois. Non, il aurait fallu que je m'infiltre au standard de la police. Pas possible, j'avais mon infiltration à la morgue à gérer pour l'autopsie. Je peux pas être partout, moi. Non, par contre, j'ai fait une petite liste à partir de ma collecte de journaux et j'ai gardé ceux dont on a le plus parlé à l'époque, donc on va les passer en revue. Une femme de Blackwood a cru enfin retrouver son mari disparu depuis plus d'une semaine. Un homme qui a vu le corps à la morgue de la ville pense qu'il s'agit de Jack Thomas McLean. Ah, c'est lui, c'est McLean, c'est un mec de Prospect. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 3-4 ans, il bossait sur des bateaux. Je sais pas s'il était marié, je sais pas où il vivait ces derniers temps, mais je pense qu'il a habité à Prospect. Faute de preuves suffisantes sur ce McLean de Prospect, la police reste dans le doute. À la morgue, c'est le défilé des gens qui pensent avoir reconnu l'inconnu. Bonsoir, on est venu de Clarence Park pour le mec mort sur la plage l'autre jour. Ouais, on pense qu'il s'agit d'un de nos amis. Ah non, c'est pas lui. Je crois bien que c'est un gars de ma famille. Il habite à Perth. Il ressemble vachement sur la photo, je trouve. Non, finalement, je trouve plus. La victime était pêcheur à Coffins Bay, j'en suis sûr. Faites voir. J'en suis plus si sûr. La police reçoit des signalements. Je vous contacte depuis l'État de Victoria. J'ai lu l'histoire dans un journal de Melbourne et je pense qu'il s'agit peut-être de mon fils. C'est un Bulgare. Il a bossé dans la banlieue de Lockleys, du côté de l'aéroport. Je suis patient à la maison de convalescence Caparet Red Cross Convalescent. J'ai parlé à cet homme mardi. J'étais en train de boire un verre dans un hôtel de Glenelg. Il m'a montré une carte de pension militaire portant le nom de Solomonson. Peut-être le même homme du quartier de Glenelg, près de Somerton, qui a appelé quelques jours suivants. Oui, bonjour. Désolé, mais c'est pas moi le mort. La police va explorer la piste militaire en faisant des recherches dans les archives de l'armée au cas où l'homme de Somerton y figurerait. Parallèlement, le 6 décembre, ces empreintes digitales sont diffusées dans tout le pays. Et en quelques jours, les enquêteurs ont pu retracer la dernière journée de Somerton Man. Il avait acheté un billet pour Henley Beach. Cependant, on pense qu'après avoir fait poinçonner le billet à la gare d'Adélaïde, il a constaté qu'il avait manqué le train, est retourné à pied à North Terrace et a pris le bus de 11h15 pour St. Leonard's. Il a passé la journée à Glenelg et Somerton et il a été vu sur la plage vers 20h. Ils savent aussi qu'il portait des pantalons fabriqués par une entreprise victorienne et non commercialisés à Adélaïde. Mais finalement, cet indice ne mènera à rien. Il y a trop de pantalons de cette marque en circulation. Toutes les pistes sont explorées. À commencer par la valise laissée dans un hôtel de banlieue il y a environ 15 jours par un homme qui avait prévu de revenir les chercher, mais qui ne l'a pas fait. Cette valise contenait des vêtements et autres effets personnels, dont 2 photographies et des papiers au nom de Leonard Berry, 35 ans, membre de l'armée britannique depuis 1937 et ancien prisonnier de guerre en Allemagne. Eh bien, figurez-vous que c'était pas lui. Le même jour, The News nous apprend que la piste de Jack Thomas McLean, le marin de Prospect, se confirme avec de nouvelles preuves. Hey, j'en étais sûr, c'est Jack de Prospect.
Prospect. Bon, on en a 12 jours d'enquête. On a épuisé les infos que tu nous as ramenées de ton séjour dans le passé. Moi, je propose qu'on voit où ça en est à la fin du mois. Dac, mais courte pause avant. J'ai un vrai sponsor. Enfin, plus ou moins. C'est un rappeur qui veut absolument passer dans cet épisode et il nous a carrément payé pour ça. Alors, moi j'ai dit banco, on va le passer ton morceau. Il s'appelle MC Spoiler. Attends, fais gaffe, parce que moi, le mec, je le connais, et récemment, je l'ai grillé dans les studios en train de baver sur l'épisode, donc Ah, mais non, mais t'inquiète. Puis tu sais, il a déjà payé cash. Alors tout de suite, MC Spoiler. Ah, MC Spoiler. Le retour. Au fait, désolé pour le 6e sens, j'ai merdé. J'ai vraiment pas fait exprès. Mais inquiétez pas. Je spoilerai plus jamais. Maman, je t'aime. Voici l'homme que l'on nomme, l'homme de Summerton. Lorsque l'été se meurt et que l'orage tonne, un clap derrière l'oreille. MC Winston, ce n'est pas une rom-com ou une story mini-on. Le gars a le brain dead comme chez Peter Jackson. Dans le biopic pour la rime, ce sera Kutcher Ashton. Dans cette enquête, en tête sans tête, les flics, les fliquettes. Sur le costume de l'homme, on a soustrait les étiquettes. Mais tu fais quoi là? Mais t'es en train de spoiler tout l'épisode. Pardon. Ah. Ok, je reprends et promis. Francky va encore m'engueuler. Jamais. Promis les gars. Non, okay. Mais sérieux, c'est fini là. Non, arrête, s'il te plaît. Cette technique, la tactique, a pris un plomb dans l'aile. Méticuleux doit être l'inspecteur pour ne pas stagner. Mais le mieux serait d'être à l'heure pour ne pas s'épargner. Les winners auront à cœur de ne pas s'économiser. L'homme de Summerton, il porte un chemisier. Et tout de suite, je vais vous dire enfin qui c'est. Pas besoin d'écouter l'épisode de ces deux fumiers. L'homme de Summerton, je vais décliner son identité. Il se nomme en réalité Guillaume. Quoi? Non, mais t'es con quoi. Non, je suis désolé, je peux pas m'empêcher. Y'a tout un dossier. MC Spoiler. On a travaillé des jours, des mois. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je joue un truc et je peux pas m'empêcher. Eh ben cool, Francky, je te l'avais dit, t'aurais dû écouter le morceau avant qu'on le diffuse. Encore une fois. Pardon, Michel. Bon allez, il faut qu'on avance dans l'enquête. Quel est le bilan du mois de décembre 1948 ? Bah, ça va être rapide. Le corps a été... Attends. Pardon. Bah, ça va être rapide. Le corps a été vu par 30 personnes et 40 autres ont appelé ou écrit à la police, en gros 70 Somerton Men. Un certain nombre de femmes ont cru retrouver leur mari qui les avait abandonnés. Et 4 mères ont espéré retrouver leur fils. Il y a eu des enquêtes dans toute l'Australie et ce qui est bien, c'est que certaines ont permis de retrouver des mecs supposés disparus. Il y a quand même une piste qui a pas mal persisté, celle de Jack Thomas McLean. En effet, le type qui est venu l'identifier à la morgue est revenu le voir. Ouais, c'est lui, c'est Jack de Prospect. Il bossait sur un bateau sucrier qui s'est retrouvé en rade pendant 2 mois à Port Adelaide en 45. Je me souviens, j'étais en train de m'entraîner sur un ketch. Un ketch, c'est un voilier à 2 mâts, mais bon... Ketch, c'est plus percutant. J'aime bien dire ketch. Bref, j'étais sur mon ketch et il est venu me voir. Il m'a fait « Ouais, j'aimerais bien m'entraîner avec toi. » Après, il m'a fait « Ouais, tu sais, j'ai boxé à Newcastle et à Sydney. Mais bon, moi, j'ai pas trop vu le rapport avec la voile. Enfin, je veux dire, le ketch. » Ça fait quand même des éléments précis pour enquêter. La police est allée voir la compagnie maritime de l'État d'Adélaïde, mais il n'avait aucune trace d'un bateau sucrier en rade pendant 2 mois. Et aucun McLean dans le registre de la marine marchande à Sydney. De plus, McLean était fumeur de pipe. Or, Somerton Man, fumeur de clope, avait les bouts des doigts jaunis. Et la pipe, contrairement à la clope, ça ne jaunit pas les doigts. Attendez, vous voulez dire que j'aurais tout inventé ? Bah, nous, on a épluché la presse, on n'invente rien, on traite les faits. Non, mais ça fait réfléchir. Peut-être que ça s'est passé dans ma tête, tout ça. Ah, c'est une piste. Bon, on arrive au mois de janvier, au cours duquel Somerton Man se verra attribuer de multiples identités. À croire, Francky, que ta théorie d'un tueur en série de sosie à base de délits de faciès se tient. C'est mon frère, il était officier de marine. On n'a plus de nouvelles depuis le 25 novembre. Moi, je pense que c'est Ray Clark du Queensland. Il bossait au champ de tir de Woomera et il est venu par ici vers le 20 novembre. Alors, il s'appelait Kelly. Il travaillait à la British Tube Mills à Kilburn il y a 4 ans, je crois. Ouais, je les connais. On était dans la même pension de famille à Sémaphore. Par contre, je connais pas son nom. Je trouve qu'il ressemble vachement à un certain Herbert Sarogen. Je suis sûr que c'est Carl Thompson. J'ai bossé avec lui dans le district de Renmark jusqu'en 1939. Il devait avoir 44 ans. À ce que j'ai compris, il devait venir d'un pays super froid, du style la Suède. Moi, je suis certain que c'est moi. Je suis l'âme de Somerton, mais malheureusement, je ne sais pas vraiment qui je suis. Alors, merci d'accélérer. J'ai hâte d'en savoir un peu plus.
Ouais, on fait ce qu'on peut, mon poulet. Pour la police, au-delà de l'identification du corps qui attend qu'on le reconnaisse pour se faire enterrer, il y a un autre enjeu. L'homme, s'étant délesté de sa carte vitale, l'identifier permettrait de connaître ses antécédents médicaux et ils auraient peut-être une explication sur la cause de son décès. Alors que nous sommes encore au début de janvier, une lueur d'espoir se dessine sous les chapeaux des enquêteurs car, sur quelques jours, ce ne sont pas une, ni deux, ni trois, mais 4 personnes qui reconnaissent la même personne. C'est lui, c'est Robert Walsh, il était bûcheron. Il a logé chez moi une semaine il y a 3 ans, ici, à Port Adelaide. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 18 mois à l'hippodrome de Victoria Park. Oh oui, c'est Robert Walsh. Il logeait chez moi à Morgan de temps à autre depuis 8 ou 9 ans. Oh, c'était quand? C'est en décembre 47. Il est parti pour Brisbane où on devait se voir pour Noël. Mais il est jamais venu, hein. Oh, il m'a envoyé une carte pour la fête des mères avec un peu d'argent. La carte venait de Sydney. Oh, mais connaissance, non, Robert n'avait pas de famille en Australie. Il était gallois, oui, figurez-vous. Alors, il avait une sœur au pays de Galles, oui. Oh, non, il ne m'a jamais révélé son âge, hein, il était secret. Mais je pense qu'il avait environ 63 ans. Regardez, là, c'est lui à côté de moi sur la photo. Oh, il était charmant, enfin. Oh bon, c'était il y a quelques années. Le truc, c'est que Somerton Man n'a pas les mains de quelqu'un qui aurait bûcheronné au cours des 18 derniers mois. Et pas non plus le corps d'un soixantenaire, car si vous voulez mon avis, ce joli petit cul, c'est plus le boule d'un gars de genre 45 berges. Bon, vu de joli petit cul, hein, mais pour moi, c'est ce que j'en dis. J'ai connu Robert Walsh. On a séjourné ensemble à la pension Tivoli à Grove Street City l'année dernière. Moi, je pense qu'il avait entre 42 et 48 ans. Il faut savoir que Robert Walsh, c'est le nom qu'il avait sur son permis de conduire, mais son vrai nom c'était Bob Morgan. Il était aussi connu sous le nom de McCarthy. Mais vous savez comment on l'appelait? Nugget, parce qu'il était un peu corpulent quoi. Mais ça le faisait marrer. Il faisait des vannes à base de sauce et de sentiments d'allégeance au colonel Sanders. Il était joueur aussi, un passionné de Paris. Je l'ai rencontré à l'hippodrome de Morphettville vers le mois de mai 47. Il m'a filé un tuyau gagnant. Et je l'ai revu la fois d'après, c'était en février l'année dernière, je l'ai emmené à la pension de Tivoli. Il travaillait pour le Waterworks Department. Au bout de 2 mois, il est parti sans trop prévenir. Il a laissé les sous pour la pension et je l'ai plus revu. Et je pense à un truc. Il m'a dit qu'il s'était fait tatouer une petite carte de l'Australie sous le coude droit. Si Somerton Man avait un quelconque tatouage, il n'aurait pas échappé au médecin légiste. Selon la police, il a pu se le faire enlever. Aussi, cette 3e personne confirme des éléments donnés par les 2 premières, à savoir l'activité de bûcheron, la pension de Tivoli et les paris sur les courses de chevaux. Une 4e personne vient reconnaître le corps de Robert Bob Walsh Morgan McCarthy Nugget. Une fois à la morgue, il n'arrive pas à le reconnaître. Mais il appelle le bureau des détectives 1 heure plus tard. Ouais, c'est pour vous dire que j'ai discuté de l'affaire avec la famille et en fait, je crois que c'est bien Walsh. Je vous explique, c'est les cheveux couleur auburn qui m'ont mis le doute. Non, c'est bien Robert qui est parti acheter des moutons dans le Queensland il y a quelques mois. Il devait me donner des nouvelles à Noël. Madame Thompson, que nous avons citée plus haut, revient voir le corps. Oh non, excusez-moi, je me suis trompée. Ah non, il avait une cicatrice, là, sur la jambe, là. Et pas la même taille de jambe du tout, hein. Et je vois pas sa tache de naissance en forme de Daffy Duck sur la cuisse. Oh non, je suis désolée, mais il ne s'agit certainement pas de Walsh. 4 autres personnes, qui connaissent bien Robert Walsh, viennent voir le corps et confirment ce dont vous vous doutez déjà. Ce n'est pas lui. Des mois plus tard, Madame Thompson reviendra sur sa déclaration, convaincue que si, en fait, c'est lui. Mais on n'a plus entendu parler d'elle après ça. Normal, j'étais vieille, j'ai fini par mourir. J'ai retrouvé Robert au ciel et j'ai eu le fin mot de l'histoire. C'était pas lui. L'affaire patauge depuis plus d'1 mois et avec tous ces témoins dont nous n'avons cité qu'une partie, ça en fait des pistes à explorer. C'est pourquoi, le 8 janvier, le sergent détective Lynn rejoint l'équipe d'enquêteurs, maintenant au nombre de 4. La police locale lance un appel à toutes les pensions de famille et à tous les propriétaires d'hôtels pour savoir s'il leur reste des bagages non réclamés avant le 1er décembre. Quelques jours plus tard, parmi les bagages non réclamés de la garde d'Adélaïde, ils trouvent une valise qui a été remise au bureau des colis la veille de la découverte du corps. Dans cette valise, il y a un pantalon. Sur ce pantalon, ils trouvent une poche, cousue avec un fil inhabituellement grossier. Ce fil est identique à celui des boutons du pantalon porté par la victime, et les 2 pantalons sont de la même taille. Ils trouvent surtout sur la poche arrière 3 séries de chiffres.
Figurez-vous que ces chiffres correspondent aux coordonnées GPS du triangle des Bermudes. Francky... Pardon. J'aurais tellement aimé que ce soit ça. Eh ouais, la réalité n'est pas si fantastique. Ces chiffres écrits à la main sont des numéros de nettoyage à sec. Ils vont être photographiés et diffusés dans toute l'Australie et des vérifications seront faites auprès des entreprises de nettoyage à sec du Commonwealth. Alors, ça va faire exploser la facture de coûts de fil à l'international parce que si vous avez oublié les leçons de géographie de Madame Boulanger, Madame Boulanger c'était ma prof de géo de 5e, le Commonwealth n'est pas une région d'Australie mais une organisation intergouvernementale composée à l'époque de l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Canada, du Ceylan, de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan et du Royaume-Uni. Et alors, ça va donner quoi cette recherche ? Eh ben, rien. Ah, super. Tu sais, je pense que comme moi, nos auditeurs pourraient se lasser de cette enquête avec ce rebondissement à base de pétard mouillé. Il faut que ça avance. Ouais. On s'est attardé sur ce pantalon, mais la valise contenait d'autres objets susceptibles de faire avancer les schmilblick. D'abord, un manteau de sport à propos duquel le détective Lynn dira: les étiquettes de nom manquaient sur le manteau, elles ont été arrachées de la poche du manteau qu'il portait et je pense qu'elles ont disparu de la chemise, voyez. J'ai interrogé Pozza, tailleur à Goller Place, et il est d'avis qu'il s'agit d'un manteau de type américain car il y a un gousset sur le devant du manteau comme indiqué dans les catalogues américains. Voyez. Il a mis le manteau en pièces et examiné les coutures et il y a un point de type plume qui, selon lui, ne peut être fait qu'en Amérique où se trouvent les seules machines capables de le faire, voyez. De tels vêtements ne sont pas importés, voyez. Soit il avait été en Amérique, soit il avait acheté les vêtements à quelqu'un qui y avait été. Voyez. Nous allons retenir cette hypothèse, voyez. D'autres indices dans la valise ? Oui, au nombre de 3. Mais après, c'est fini. Un sac à linge et un tricot de corps portant le nom Keane, K-E-A-N-E, et une cravate avec écrit Tikin, mais aucun homme disparu portant le nom de Keane avec un prénom commençant par un T ne va être identifié. Du moins, pas avant très longtemps. Tikin, c'est un nom à retenir pour cette enquête. Pas comme Tommy Reed, employé sur un bateau à vapeur, identifié par des collègues comme étant l'homme de Somerton, avant qu'il vienne le voir à la morgue. Ah ouais non, c'est pas Tommy, excusez-nous. Ah ouais, je confirme, c'est pas lui, je crois qu'on s'est un peu emballé. Je suis super déçu. Pas grave, il nous manque Tommy le mytho avec ses anecdotes incroyables. Pardon, monsieur le policier. Oh, vous savez, on a que ça à foutre de faire des journées de 10 heures pour identifier un foutu cadavre et classer l'affaire. Ah, on aimerait bien fermer le dossier, un coup de tampon et ça passe dans les archives. Mais au lieu de ça, on développe des troubles musculo-squelettiques. Pourquoi ? Parce qu'il faut taper vos témoignages et rédiger des courriers pour vérifier si c'est bien lui que vous avez reconnu dans le journal. Et c'est jamais lui, bordel ! Pourquoi ? Parce que jamais vous prenez le temps de bien regarder la photo. Parce que vous voulez tellement retrouver votre pote, votre amant, votre fils, votre tonton, que vous entendez pas la partie rationnelle de votre cerveau qui vous dit « Mais non, regarde bien la photo, prends quelques minutes avant d'être sûr, parce que sinon, tu vas faire perdre des heures à la police !» Ça vous questionne pas, ça ? Et l'épisode de Mauvais Travail qui est en train de tourner à la vide avec des nouvelles pistes qui débouchent systématiquement sur rien du tout. J'en avais rien à foutre. Les semaines passent. Et on peut saluer la patience de la police qui reçoit de nouvelles identifications relayées par la presse. Comme ces 2 gars de Melbourne qui reconnaissent un gardien d'animaux ou joueur de cartes dont ils ne connaissent pas le nom. Merci les gars. Ou ces 2 autres gars de Darwin qui affirment qu'il s'agit de R.E. Davis qui travaillait à Darwin comme employé de bureau et mécanicien de machine à écrire l'année précédente. Ouais, il y a une ressemblance, mais il fait 3 pouces de moins. Allez, au suivant. Citons également Harry Carnes qui travaillait à la mine d'or de Kalgoorlie Nord en 1945 et qui parlait d'aller à Adélaïde voir la tombe de sa mère. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, je suis Harry Carnes. J'ai vu dans le journal comme quoi ce serait moi le mort, mais... Au risque de vous décevoir, je suis vivant. Bordel, mais quand est-ce qu'on aura du nouveau, du concret ? Pour un peu de nouveau, bordel de concret, il faut attendre le mois de juin avec la découverte d'un indice qui était là depuis le début. Et on a du concret, du nouveau bordel. On a trouvé un bout de papier dans la poche arrière du pantalon du mort. Il aura fallu 7 mois pour le trouver ? Ils sont sérieux ? Bah, c'est vrai, ça pose question. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est le professeur J.B. Cleland qui l'a découvert. Et que c'était une poche à rabat qu'on pouvait facilement manquer d'après lui. Au point qu'après avoir trouvé et remis en place le papier, ça lui a pris beaucoup de temps pour le retrouver une deuxième fois. Ah bah tout s'explique, c'est très technique tout ça.
Il fallait des compétences de professeur bardé de diplôme et une intelligence supranormale pour pousser les recherches jusqu'à la foutue fucking poche arrière. Et tu vas nous dire ce qu'il y avait d'écrit sur ce foutu bout de papier? Hein? Allez, surprends-moi, Michel, j'en peux plus, moi. Tabamshad. Quoi? Bah, c'est du persan, ça veut dire fini ou terminé. Ou terminados, si tu préfères. Les mots sont écrits en caractère d'imprimerie, donc tout de suite, les détectives soupçonnent que ce petit bout de papier faisait auparavant partie d'un plus grand morceau de papier coupé droit qui lui-même faisait partie d'un ensemble de morceaux de papier coupés droit et reliés entre eux, protégés par un espace... Attends, tu veux dire que ça provenait d'un livre? Ouais, c'est ça, et ce livre est rapidement identifié. Il s'agit du Roubaiyat, un livre de poèmes écrit par Omar Khayyam, écrivain et savant persan du XIe siècle. Et de quoi il parle, ce bouquin? Bah, pour te répondre, je vais citer le détective Leonard Douglas Brown. Le poème lui-même signifie simplement que nous savons ce que ce monde nous réserve, mais que nous ne savons pas ce que l'autre monde nous réserve et que tant que nous sommes sur cette terre, nous devons profiter pleinement de la vie et lorsque le moment est venu pour nous, de partir sans aucun regret. Et ça veut dire quoi, Roubaiyat? Eh ben, ça veut dire quatrain. Les mots Tamamshad se trouvent juste après le dernier verset de la traduction anglaise du Roubaiyat. Oui, bah logique, c'est la fin du livre. D'ailleurs, je me pose la question, est-il utile d'indiquer au lecteur que c'est la fin du livre? Genre, c'est quoi le risque si on lui précise pas? Il va lire les pages blanches? Ça sert à rien, en fait. C'est comme cette enquête. Non mais vas-y, calme-toi, Francky, je comprends pas ce que t'as là. Bah j'en peux plus de cette enquête qui finit pas, c'est que du pétard mouillé cette histoire. Je sens que ça va encore être une fausse piste. Non mais attends, il y en a qui bossent sur l'affaire, à commencer par l'inspecteur Brown qui consulte plusieurs éditions du Roubaiyat jusqu'à trouver celles dont les caractères sont identiques à ceux du bout de papier. S'en suivent des recherches dans les bibliothèques de toute l'Australie et même à l'international dans l'espoir de remonter jusqu'à l'emprunteur de ce boutu fouquin. Au bout de 6 semaines, un article du Daily Telegraph dira: les bibliothécaires de Sydney ont déclaré hier que la police aurait une chance sur 1 million de résoudre le mystère du corps de Somerton à partir de l'indice d'une page déchirée d'un livre. Effectivement, aucune bibliothèque publique, privée, scolaire, universitaire ne possède cet exemplaire. Formidable, super, mais c'est fabuleux. On fait une belle émission là avec ces conneries. Ah mais attends, Francky, tu vas voir, ça va apporter du grain dans le moulin, sois patient. Dis-toi que pour les enquêteurs, il s'est passé plus de la moitié d'une année depuis la découverte du corps. Ouais, bah moi je suis empathique avec eux. Je ressens le poids du temps comme eux l'ont ressenti. Je suis à cran. Oh, écoute, il faut que tu essaies de te détacher de tout ça, je sais pas moi. Pense à une autre enquête, je sais pas, par exemple, à Vidocq avec Guillaume Canet. C'est comme ça que tu veux me calmer? T'es content? T'as réussi à caler Guillaume Canet dans l'épisode? Oh, mais excuse-moi, allez, respire. Pense à des bébés chiots. T'aimes ça, les bébés chiots, des canets, des caniches. Des Guillaume Caniches, des bébés canets. Des caniches? Des bébés caniches, pardon. Des petits caniches? Non, calme-toi. Ouais, des bébés? Des bébés caniches. Hein? Et là, ça va, c'est mieux, tranquille. Respire. T'es plus serein, là, à l'idée de revenir à Somerton ou pas? Ou tu veux qu'on fasse une pause? On fait une pause, si tu veux. Non, ça va, avec les caniches, on va faire une pause. Tranquille. Okay. Et tu reviens, d'accord? D'accord. On coupe le rec et on revient, ok? D'accord, ok. Respire. Michel Tuttle et Frank Magic. Enquête sur la mystérieuse mort de l'homme que l'on nomme l'homme de Somerton. Bon, c'est bon là, ça va mieux. Ouais, ça va mieux, la tension est redescendue. Je suis serein, mon pote. Ok, bon, on reprend alors. Au mois de juin 1949, l'inconnu de Somerton bénéficie enfin d'une permission de sortie. Il quitte la morgue pour le cimetière. Ses funérailles se déroulent en secret pour éviter les curieux. Et pour qu'il ne soit pas enterré comme un indigent, les frais sont pris en charge par une association de bookmakers. Pourquoi eux? Je ne sais pas. L'enterrement est conduit par le capitaine de l'armée du salut. Le lendemain, un certain monsieur Collins, maçon de la ville d'Adélaïde, obtient l'autorisation d'offrir une pierre tombale au défunt. Le généreux donateur déclare: ça me fout les glandes qu'on enterre quelqu'un sans rien d'écrit sur sa tombe. On reconnaît donc la sépulture de Somerton Man grâce à son épitaphe « Here lies the unknown man ». CJ, l'homme inconnu. 3 jours plus tard, commencent les 2 journées d'audition publique menées par le coroner de la ville pour tenter de conclure l'enquête. Sont entendus des civils ayant vu le Somerton Man assis sur la plage avant ou après sa mort, le chauffeur de son dernier voyage en bus qui ne se rappelle pas de lui, les experts en médecine légale qui ont fait son autopsie,
Les enquêteurs, professeurs d'université, les mecs qui vendent des chouchous sur la plage, à la fraise pour les balaises, ainsi qu'à la vanille pour les filles. Yada, 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 yada. Somerton Man est lui-même physiquement un peu présent aux auditions, sous la forme d'un moulage en plâtre de sa tête et de ses épaules, réalisé juste avant son enterrement. Si vous voulez mon avis, j'aurais aimé être un peu plus présent, genre, vous auriez pu me faire un corps, quoi, parce que là, je ne suis qu'une tate avec des épaules. Une tate en plâtre, et le plâtre, ça s'effrite. Non mais vraiment, vous auriez pu me faire une autre matière, du genre qui s'effrite un peu moins. La cause de la mort de l'homme inconnu reste inconnue, quoiqu'elle pourrait être due à un poison inconnu. Le doute subsiste, mais aucune substance n'a été détectée par les experts. Aussi, s'il est mort empoisonné, comment savoir si c'était son choix ou celui de quelqu'un d'autre? En l'absence de preuves, à la fin du 2e jour d'audition, l'affaire est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Bon bah là, étant donné que tous les éléments de l'enquête ont été traités, il n'y a plus aucun espoir de retrouver l'identité de Mr. Somerton. Tout ça pour ça. Toute cette énergie collective. Je trouve ça tellement frustrant. Ah, tu me fais plaisir, Francky. Ah ouais? T'aimes bien me savoir frustré? Tu es un curieux personnage, Michel. Non, mais tu me fais plaisir parce que t'es dans le bon état d'esprit pour accueillir la surprise qui arrive à un mois de la suspension de l'affaire. Ça concerne le fameux bouquin, le Roubaiyat. En effet, le 23 juillet, The Herald annonce: La police d'Adélaïde a obtenu une chance sur 1 million de résoudre le mystère du corps sur la pelage. Hier soir, un homme d'affaires d'Adélaïde s'est rappelé qu'en novembre de l'année dernière, il avait trouvé un livre jeté sur le siège arrière de sa voiture alors qu'elle était garée sur Jetty Road à Glenelg. Aujourd'hui, il a remis le livre aux inspecteurs. Sur la dernière page, les mots Tamam Shud avaient été arrachés. Non. Si, et c'est pas fini. Au dos du Roubaiyat, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un numéro de téléphone et une série de lettres majuscules écrites au crayon. Non. La signification de ces lettres n'a pas encore été déchiffrée. Afin de s'assurer que le morceau de papier contenu dans le paquet du défunt provient bien du livre retrouvé, le papier lui-même fera l'objet d'un test scientifique la semaine prochaine. Bon, les gars, vous croyez quand même pas qu'il y a une mode qui circule à base d'arrachage de Tamam Shud sur le Roubaiyat? Ce sera le pompon, ça. Bah écoute, moi je fais ça souvent, hein, ça me détend, mais bon, j'avoue que ça me coûte un peu cher en Roubaiyat. Non mais tais-toi, Michel, tu vas compliquer l'enquête. Oh, pardon. Non mais, parce que là ça fait déjà 2 pistes. Le numéro de téléphone et les lettres majuscules. Tu nous en dis plus? Ouais. Dans la chronologie de l'enquête, c'est d'abord le numéro de téléphone qui mène sur une piste sérieuse. Forcément, il suffit aux enquêteurs d'appeler et de poser des questions. Mais on va d'abord s'intéresser aux lettres parce que ça nous arrange pour raconter cette histoire. Nous avons donc 4 suites de lettres majuscules sans aucun sens, que ce soit en anglais ou n'importe quelle autre langue. Il semblerait que ce soit un code. Les meilleurs experts en cryptage de la marine d'Australie sont mis sur le coup et ils font chou blanc. Cependant, on sait que la fréquence d'apparition des lettres correspond au tableau des fréquences des premières lettres des mots en anglais. Les lignes seraient donc des phrases dont on n'a gardé que les premières lettres des mots. Ce code est communiqué au public par la presse au cas où quelqu'un peut aider. Quelques décodeurs du dimanche font leurs propres recherches, parmi lesquels Mr. Sayers de Perth qui livre son interprétation dans le Daily News. Ma route continue et descend une mauvaise pente. Mon être fatigué est en proie à la douleur et choisit maintenant de payer. Ma vie est presque terminée et je suis bien content. Je prendrai le moyen de dormir et mon secret de garder à distance. En commentaire des fruits de son travail de reconstitution, Sayers ajoute: Cela semble logique, mais ça n'est pas vraiment un indice. Malheureusement, aucune interprétation, professionnelle, amateur, semi-amateur ou semi-pro ne débouchera sur un indice. Super, c'est bien qu'on soit attardé là-dessus. J'en ai marre, bordel. Mais il fallait qu'on en parle parce que ça montre comment cette enquête a pu impliquer et passionner du monde à l'époque. Formidable. Merci à tous pour vos contributions qui n'ont servi à rien. Bon, Michel, tu nous parles du numéro de téléphone qui a été trouvé sur le Roubaiyat? Et si c'est pour nous dire que c'était un numéro surtaxé pour parler au Père Noël, c'est pas la peine de développer. Non, rien à voir, Francky. À partir de ce numéro, la police arrive à localiser une femme qui habite à Adélaïde et qui souhaite rester anonyme. Il y a 3 ans et demi, quand j'étais infirmière à l'hôpital de North Shore à Sydney, j'ai donné un exemplaire du Roubaiyat à un patient.
Il s'appelait Alfred Boxall et il était lieutenant dans l'armée australienne dans la section des transports maritimes, je crois. Quelque temps plus tard, Alfred a écrit à ma mère à Melbourne. Il voulait me revoir. Moi, j'étais mariée. Alors, j'ai répondu à sa lettre pour qu'il soit au courant. Après ça, avec mon mari, on a déménagé à Adélaïde. Le buste en plâtre du mort anonyme est montré à la femme anonyme. Non, je peux pas dire s'il s'agit d'Alfred Boxall. Vous savez, ça fait déjà quelques années. Qui plus est, les traits du défunt se sont sensiblement modifiés sous l'effet de la substance embaumante avant que le plâtre ne soit réalisé. Les inspecteurs de Sydney retrouvent la trace de l'ancien lieutenant Boxall, qui a fini son service militaire et qui a repris son poste à l'équipe d'entretien au dépôt d'autobus. J'ai toujours le rubaiyat qu'elle m'a donné. Regardez, elle a écrit une citation du bouquin à l'intérieur de la couverture. Elle a signé Justine. C'était son nom de jeune fille. Pas de morceau de page arraché sur cet exemplaire. Ok, bon c'est pas lui. Merci à la femme anonyme, dont on sait maintenant qu'elle s'appelait Justine avant son mariage, et ça nous fait une belle jambe. Non mais t'inquiète, on n'en a pas fini avec elle, et je peux même te dire qu'on finira par connaître son nom exact, mais pour ça, il faudra attendre 64 ans. T'inquiète, on y arrive bientôt. Il y a des raisons de penser qu'elle en sait plus que ce qu'elle en dit. Ah ouais ? Ouais. À commencer par le fait que sa maison se trouve à 400 mètres de l'endroit où on a trouvé le corps. Ah ouais. Ouais, et aussi, quand elle a été convoquée à la police, elle leur a dit... Je me souviens que dans le courant de l'année dernière, je sais plus quel mois exactement, on m'a dit qu'un homme s'est présenté chez mes voisins. Et à ce qu'on m'a dit, il cherchait une infirmière qu'il avait connue. Alors est-ce que c'était moi ? C'est bizarre qu'elle leur parle de ça si elle a un truc à cacher. Tu sais à quoi je pense, moi ? Je sais pas, tu penserais pas à un T-Rex qui essaie de mettre un chapeau sur sa tête des T-Rex, étant donné qu'il a des petits bras de T-Rex, il n'y arrive jamais ? Non mais vu que quand tu perds patience, tu penses toujours à ça, je dirais que c'est ça, je me trompe ? Ça aurait pu être ça, mais non. Ah, désolé, et no offense pour les T-Rex, restez à l'écoute parce que oui, Ocha nous transmet les profils de nos auditeurs et vous êtes une bonne trentaine de T-Rex à nous écouter. Et d'ailleurs, un petit bisou à toi, Rexou du 22. Calme-toi, Rexou du 22. Non, Michel, ce que je pense, c'est que si la femme anonyme, aka Justine, a parlé aux flics du mec qui s'est pointé chez ses voisins à la recherche d'une infirmière, c'est qu'elle s'est dit que l'info pourrait être balancée par ses voisins, donc elle s'est dit... Bon, il vaut mieux que je leur en parle. Parce que si quelqu'un d'autre leur en parle alors que je leur en ai pas parlé, ils vont venir m'en parler. Ils vont venir me dire « Pourquoi vous nous en avez pas parlé ? Vous en savez plus que ce que vous en dites. » Habile. Et il y a un autre élément qui pose question, mais là, impossible de savoir si la femme anonyme est impliquée. C'est une info qui nous vient du journal The Advertiser en décembre 1949. Depuis 5 mois et demi, une femme inconnue dépose régulièrement des fleurs fraîches dans 2 pots sur la tombe de l'inconnu qui a été retrouvé mort sur la plage de Somerton il y a 1 an hier. Les fleurs actuellement déposées sur la tombe comprennent des glaïeuls rouges, des anthuriums jaunes et des marguerites. Mais qui est cette femme ? Nul ne le sait. Toujours est-il que la tombe de Somerton Man sera fleurie jusqu'en 1978. Mystère. Ouais, et pour ce qui est de notre enquête, au bout de 8 mois, plus rien n'alimente le dossier. Près de 400 rapports sur le mystère et 1800 demandes de renseignements. En 1953, il y aura bien 2 nouvelles pistes qui feront vendre quelques journaux. Un jardinier norvégien et un trapéziste. Et en 1959, depuis sa cellule de prison en Nouvelle-Zélande, un homme témoignera de sa rencontre avec Somerton Man en 1938, soit 10 ans avant sa mort. Il m'a dit qu'il attendait depuis 3 jours de me rencontrer parce qu'il savait que la rencontre était préétablie. Je lui ai dit que c'était absurde, que je ne l'avais jamais vu auparavant, mais il m'a répondu « Néanmoins, c'est vrai. C'est aussi vrai que la vie pour moi sera tamam chute dans 10 ans. » Mais alors, j'ai donc prédit ma mort ? J'étais donc médium ? Oublie, ce témoin a été validé par le Sunday Mirror, mais la police, elle, ne l'a pas jugé fiable. Oh, je suis déçu. Oh, ça me retue. Toutes ces identifications qui se sont avérées inexactes. Michel, tu sais à quoi je pense, moi ? Je sais pas, Chucky le chien, un chihuahua déguisant Chucky, un truc assez amusant mais peut-être un tantinet inconfortable pour le chien, ou alors peut-être, un vélociraptor qui essaie de mettre un chapeau basque mais qui arrive jamais parce qu'il a des tout petits bras. Non, je pense pas à ça non plus.
Je pense que toutes ces personnes qui ont contacté la police parce qu'elles avaient reconnu le mort pensaient vraiment l'avoir reconnu. Sa photo a été diffusée en masse, donc c'est logique que par le biais du hasard, il y ait eu des correspondances avec des hommes disparus. Et que par le biais de l'espoir chez ces personnes de retrouver leurs proches, amis, anciens collègues de boulot ou de bistrot, leur réaction à la vue de la photo ait été d'être convaincus qu'il s'agissait de lui. Bah, je suis d'accord, Francky, hein, t'as raison. Ouais, bon, par contre, qu'est-ce qui nous dit que parmi toutes ces personnes, il n'y ait pas eu des trolls, avec différentes motivations, s'amuser à embrouiller l'enquête, faire parler d'eux, ou bien encore lancer les enquêteurs sur une fausse piste afin de les détourner de la vérité parce que la vérité les dérangeait. Ah ouais, comme par exemple la femme inconnue avec son lieutenant à qui elle avait donné un roubaiyat. Par exemple. On retrouve aussi la théorie selon laquelle certaines fausses pistes ont été créées par les services secrets de tel ou tel pays pour garder secret que Somerton Man était un de leurs agents. Les participants de cette théorie ont relevé des éléments qui prouveraient la chose. Pas de papier d'identité ni d'étiquette sur ses vêtements. Le code secret sur Robéat. L'usage d'un poison indétectable qui pourrait lui avoir été administré par l'intermédiaire de son tabac, ce qui expliquerait le mystère de la présence de 7 clubs Kensitas dans son paquet de club Army Club. La présence d'une base militaire parmi les plus secrètes du monde à quelques centaines de kilomètres d'Adélaïde où les Britanniques bossent sur des fusées nucléaires. La mine d'uranium de Radium Hill, qui n'est pas très loin non plus. Le fait que la mort de l'homme de Somerton coïncide avec une réorganisation des agences de sécurité australiennes qui aboutit l'année suivante à la création de l'Australian Security Intelligence Organization. Mais surtout le plus important, le fait qu'il n'ait qu'une oreille qui ne soit ni à gauche ni à droite. Salut Macron. Mais surtout, toute cette histoire s'est passée dans le contexte de la guerre froide. Mais là encore, on peut convoquer la logique du hasard. Quand on cherche, on trouve. Donc si on cherche des éléments qui justifient la thèse de l'agent secret sans vraiment la prouver, on les trouve. Et si on veut aller plus loin pour conforter l'idée, on peut très bien expliquer que l'absence de preuve est une preuve en soi. Et oui, quel service secret laisse des preuves derrière eux ? Je veux dire, à part ceux qui, comme moi, n'ont pas de pouce opposable. Voilà. S'ils n'ont pas fait de mauvais travail, on ne saura jamais. Ce qu'on sait en revanche, c'est que toute cette histoire qui sera nommée l'affaire Tamanchad n'est pas tout à fait Tamanchad. Terminée. Tout de suite, nous allons sauter plusieurs décennies pendant lesquelles il ne se passe rien pour arriver aux années 2010, où il va se passer des choses. Mais avant, place à notre sponsor. Vous n'en avez pas marre de voyager dans le passé sans pouvoir regarder vos séries préférées sur Netflix ? Vous n'en avez pas ras la casquette de vous retrouver en Australie en 1948 sans pouvoir vous binge-watcher un bon vieux Seinfeld ou même un Bob l'éponge ? Eh bien, grâce à PastVPN, tout ceci est du passé. Regardez ce que vous voulez, mais surtout, quand vous le voulez. Avec le code promo Mauvais Travail, profitez d'une réduction hallucinante de 4 centimes d'euros. Ainsi, vous pourrez regarder toutes les émissions de Pascal Pro à une époque cohérente avec ses propos. On vous laisse choisir l'époque. Tant que vous achetez nos VPN, nous on s'en fout. PastVPN fonctionne sous Android, Maple et tout ce que vous voulez. Quand vous le voulez. Mais surtout, tant que vous payez. Nous voici maintenant en 2011. Dans un article de Smith Noma, le journaliste Mike Dash revient sur l'affaire Tamanchad. Il nous rapporte un témoignage du détective Lynn qui n'a pas été relayé par la presse à l'époque et qui revient sur le moment où la femme inconnue a été reçue par la police. Confrontée au moulage du visage de l'homme mort, Justine a semblé complètement décontenancée, au point de donner l'impression qu'elle était sur le point de s'évanouir. Elle a semblé reconnaître l'homme, mais a fermement nié qu'il s'agissait de quelqu'un qu'elle connaissait. Si elle avait un secret à cacher, elle l'a emporté avec elle en 2007 dans sa tombe. La solution pourrait-elle se trouver dans ses activités pendant la Seconde Guerre mondiale ? Avait-elle l'habitude d'offrir à ses amis masculins des exemplaires du roubaiyat ? Et si c'est le cas, l'homme décédé aurait-il pu être un ancien petit ami, ou plus, qu'elle ne souhaitait pas avouer avoir connu ? Une analyse minutieuse des photos de l'inconnu et de l'enfant de Justine révèle d'intrigantes similitudes. L'homme mort aurait-il pu être le père du fils ? Si c'est le cas, aurait-il pu se suicider lorsqu'on lui a dit qu'il ne pouvait pas les voir ? Ces hypothèses sont le fruit de l'enquête du professeur Derek Abbott. Derek est physicien, directeur du centre d'ingénierie biomédicale à la faculté des sciences, de l'ingénierie et de la technologie d'Adélaïde. Il a également un violon d'ingres. Il fabrique lui-même des petits bonhommes rigolos à base de bouchons en liège et de cure-dents de très bonne facture, mais passons. En 2009, il découvre l'affaire en lisant un magazine à la laverie automatique. J'ai pensé que ce serait un excellent projet pour mes étudiants.
Il se passionne pour la recherche de l'identité du Somerton Man et met à contribution les progrès de la science pour tenter de résoudre l'énigme plus de 60 ans après la clôture de l'enquête. Il réalise notamment une reconstitution du buste de l'homme de Somerton à l'aide du logiciel David Laser Scanner. Ah merci, ça a nettement plus de gueule que le vieux truc en plâtre qui s'effrite là, mais nom de nom, vous ne m'avez toujours pas créé de corps. Oh, je ne suis qu'un buste avec une tête. Non mais c'est trop demandé, un foutu corps avec des jambes et des tout petits mignons petons. Oui estime-toi déjà privilégié. Moi je serais honoré qu'on me fasse un buste en forme de moi-même. Et arrête de nous interrompre, on a à peine commencé l'enquête de Derek Abbott. En 2011, Derek demande une exhumation du corps pour essayer de récupérer son ADN. Le procureur général refuse. Dommage, parce que Derek a besoin de cet ADN pour répondre à la question « L'homme de Somerton a-t-il fait un enfant avec Jessica Thompson ?» C'est qui Jessica Thompson ? C'est Justine, la femme inconnue. Et comment sait-on ? Grâce à un documentaire de 2013 sur l'affaire Tamam Shud. On y apprend par la bouche de sa fille que sa véritable identité était Jessica Thompson. Elle balance aussi quelques infos croustilles moelleuses, invérifiables donc à prendre avec des pincettes. Et selon elle donc, sa défunte mère et l'homme de Somerton non seulement se connaissaient, mais étaient tous deux des espions. De plus, Jessica Thompson parlait russe, ce qui ne faisait pas partie de son cursus au campus. En 2015, Derek Abbott partage les fruits de ses propres recherches dans un article signé de sa plume pour le blog huffpost.com. La femme a déclaré à la police qu'elle était mariée. Mais des enquêtes récentes ont révélé qu'elle ne s'était pas mariée avant 1950. Elle a déclaré à la police qu'elle était infirmière, bien que de nouvelles découvertes montrent qu'elle n'avait pas terminé ses examens finaux d'infirmière en raison d'une grossesse. En 1949, on a remarqué que l'homme de Somerton avait des muscles prononcés au niveau du mollet, en haut de sa jambe, comme s'il avait été formé comme danseur de ballet. Il s'avère que le fils de Joe Thompson, Robin McMahon Thompson, est devenu danseur de ballet professionnel. S'agit-il d'une simple coïncidence ? La preuve que Robin Thompson pourrait bien être le fils de l'homme de Somerton devient assez convaincante lorsque nous constatons qu'ils partagent une caractéristique dentaire rare. Ils ont tous les deux leurs canines à côté de leurs dents centrales. En outre, les deux hommes partagent une caractéristique rare de la forme de l'oreille. Robin Thompson est mort en 2009 et a été incinéré. Qu'à cela ne tienne, il est possible d'obtenir son profil ADN à partir de celui de sa descendance. Derek a donc contacté Rachel Egan, la fille de Robin, petite fille de Jessica Thompson et possiblement de l'homme de Somerton. Ils se sont rencontrés pour la première fois dans un restaurant chic de Brisbane, Rachel raconte. Il voulait regarder mes oreilles et mes dents. Derek a pu constater que Rachel ne partage pas les anomalies de son père. Il voulait aussi mon ADN. C'est probablement la première fois qu'un homme me demandait cela. Peut-être a-t-elle été séduite par cette demande inhabituelle. En tout cas, paraît-il, avant le coucher du soleil, Derek et Rachel ont décidé de se marier. Les gens ont dit que Derek m'avait peut-être épousé pour mon ADN. Et je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Les caractéristiques des oreilles et des dents peuvent sauter des générations, mais l'ADN, lui, garde toutes les infos. Reste à prélever celui du Somerton Man pour le comparer à celui de Rachel. Dans le masque mortuaire de ce dernier, conservé depuis des décennies au musée d'Adélaïde, Derek a trouvé des cheveux qui s'étaient incrustés lors du moulage. Mais malheureusement, les niveaux de concentration d'ADN viables sont trop faibles dans des cheveux aussi anciens. L'équipe de l'université d'Adélaïde réussit quand même à tirer quelques infos sur le profil génétique de la mère de Somerton Man. Derek garde espoir de trouver l'ADN de l'inconnu. En attendant, il mélange par 3 fois son propre ADN avec celui de la petite fille présumée de son sujet de recherche. Derek et Rachel ont 3 enfants, dont l'un présente des similitudes remarquables avec l'homme de Somerton, notamment une maladie génétique rare qui n'affecte que 2% de la population. Mais cette observation n'est pas suffisante pour prouver scientifiquement sa filiation avec Rachel. L'hypothèse de Derek selon laquelle Mr. Somerton est mon grand-père pourrait être totalement infondée. Octobre 2019, Rachel et Derek apprennent que la procureure générale a donné son accord pour une exhumation des restes de Somerton Man. Peut-être grâce à la pétition en ligne sur change.org signée par plus de 10 000 internautes. La condition est que les contribuables ne paient pas la facture d'environ $20 000. Pour Derek et sa famille, l'exhumation suivie de recherches à base d'ADN est un événement très attendu. Il s'agit de savoir si l'homme qu'ils appellent Mr. S ou Mr. Somerton, dont le portrait réalisé par un peintre local est accroché au-dessus de la porte de la salle de jeu des gosses, est ou non leur arrière-grand daron. Mr. S fait partie de la famille. C'est grâce à lui qu'elle existe, et qu'ils aient ou non du sang en commun,
ils ont envie de connaître son histoire. Et si c'était quelqu'un qui n'était pas gentil? En 1948, les temps étaient très différents. S'il avait été impliqué dans un crime de guerre ou dans une autre affaire horrible, nous pourrons peut-être décortiquer les raisons et essayer de comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Peut-être était-il un négociant du marché noir de la Seconde Guerre mondiale, ou quelque chose comme ça. Cela peut expliquer un certain nombre de choses. Mai 2021. L'exhumation de Mr. S se concrétise pour de bon, grâce au financement de la police d'Australie méridionale. Mais attention à ne pas trop s'emballer. À cause des produits chimiques qui ont été utilisés dans le processus d'embaumement, l'ADN peut s'être décomposé. Rien ne dit que les recherches aboutiront. D'ailleurs, nous enregistrons cet épisode le 8 février 2025, et pour le moment, il n'y a pas eu de conclusion. Par contre, de son côté, Derek a finalement réussi à obtenir de l'ADN exploitable à partir des cheveux de Mr. S dont on a parlé tout à l'heure. Les cheveux ont donné 2 millions de marqueurs d'ADN, chacun étant un code unique qui représente les caractéristiques d'une personne. Derek a bossé avec la généalogiste américaine Colin Fitzpatrick, pionnière dans l'utilisation des données d'arbres généalogiques en ligne pour résoudre des affaires criminelles non élucidées. Ils ont chargé les infos tirées de l'ADN de Mr. S sur un site web généalogique et ils ont trouvé près de 4000 correspondances possibles. Nous avons cherché des personnes qui n'avaient pas de date de décès. En juillet 2022, ils révèlent le résultat de leurs recherches. Il y en avait un qui sortait du lot parce que c'était un homme, qu'il avait à peu près le bon âge et qu'il était très étroitement lié à la famille Keane. Et l'homme de Somerton portait le nom de Keane sur sa cravate. Vous ne vous souvenez peut-être pas de ce nom, Keane, qui a émergé parmi tant d'autres noms précédents. Dans les premières semaines de l'enquête, en janvier 1949, une valise avait été trouvée parmi les bagages non réclamés de la gare d'Adélaïde. Dedans, 3 éléments marqués du nom Keane, ou T. Keane. T comme Thomas, Thomas Keane, le beau-frère de l'homme de Somerton. Nous avons réussi à trouver un cousin germain 3 fois éloigné du côté de sa mère. Le 23 juillet, ils établissent une correspondance entre l'ADN des parents éloignés de ce cousin et celui de Mr. Somerton. J'ai eu l'impression d'être au sommet de l'Everest. Oh, moi aussi, depuis le temps que j'attends. Alors, messieurs, révélez-moi, je vous prie, ainsi qu'aux auditeurs et autres réexous du 22 qui trépignaient d'impatience, quelle est mon identité? Et en plus, elle est scientifiquement prouvée. Tu nais le 16 novembre 1905 à Footscray, une banlieue de Melbourne. Tu t'appelles Charles Webb. On t'appelle aussi Carl. Tu es le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Avec tes frères et sœurs, tu bosses pour l'entreprise familiale, une boulangerie. Pendant 2 ans, tu étudies au Swinburne Technical College à Hawthorne où tu tapes la balle dans l'équipe de foot des moins de 16 ans. Après la fermeture de la boulangerie, tu deviens ingénieur électricien et fabricant d'instruments. En 1941, tu épouses Dorothy Robertson, pharmacienne et podologue, qui devient Dolph Webb. Mais tu la quittes en avril 1947 en faisant fi des conventions d'usage, c'est-à-dire que tu disparais. Elle déménage à Butte, en Australie méridionale, à 144 km au nord-est d'Adélaïde. Tu serais pas venu là-bas en fin 48 pour essayer de la repécho? Bon, je n'en sais rien, je vous avoue que je me rappelle de rien. Côté hobby, tu aimes les paris sportifs. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que les codes dans ton roubaïat, ce serait pas des blases de chevaux? Oh, c'est bien possible, Michel, je ne sais plus, je ne me rappelle de rien. À moins que ce soit des vers de poésie que tu aurais codés pour pas qu'on te les pompe. Parce qu'on sait que tu créais tes propres poèmes. Oh, c'est possible aussi. J'écrivais peut-être des poèmes sur les courses de cheval. Tu as une sœur qui vit à Melbourne, à 20 minutes de chez toi. Son mari s'appelle, je vais te le donner 1000, Thomas Keane. T. Keane. C'est le nom qu'il y avait sur tes fringues dans ta valise. Oui, j'ai suivi l'enquête. D'ailleurs, j'ai retenu que j'avais des vêtements d'origine américaine. Mon frère était-il américain? Non, mais il a pu les acheter en Australie à un GI de l'US Army, avant de te les refiler. Ça voyage, un GI. Mais, dites-moi, ai-je une descendance? Ah, pas à notre connaissance. Par contre, tu as un frangin qui a fait des lardons, qui ont fait des lardons, qui eux aussi ont fait des lardons. En 2022, le professeur Derek Abbott trouve l'arborescence de cette salade de lardons mise en ligne sur le web par le web sur un site généalogique. Parmi eux, Stuart Webb, qu'il contacte pour vérifier qu'il est bien l'arrière-petit-fils de ton frère. Aussi, Derek aimerait voir des photos de famille où on pourrait voir ta tronche. En cherchant dans une arrière-boutique, Stuart met la main sur un album moisi. Dedans, des photos prises dans les années 20. Il y a une photo prise à l'occasion d'une réunion de famille à la campagne, où tu es derrière ton beau-frère, visiblement en train de lui tapoter la tête. J'en étais sûr, j'étais un vrai petit bout en train. C'est en séparant 2 pages de l'album collées l'une à l'autre que Stuart trouve une autre photo qui confirme que c'est bien toi, Charles. Quelqu'un a écrit à la main
Grand-père, grand-mère, Roy et Charlie. Sur ces photos, t'es jeune. Elles sont prises plus de 20 ans avant ta mort. Et t'es expressif, donc t'as pas la même allure que ta tête de mort. Mais la concordance, elle est crédible. Par contre, il y a une concordance qui ne fait aucun doute. C'est celle de ton ADN avec la sœur de Stuart, Christy Webb, portée volontaire pour un test de salive. Christy revient sur sa réaction lorsque Derek lui a dit « Vous êtes donc l'arrière-petite-nièce de Charles Webb ?» C'était du bonheur, de la joie. Mais il y avait aussi de la tristesse à propos de ce membre de la famille oublié. C'était une personne, quoi. Il s'agissait pas seulement d'un événement médiatique de courte durée ou d'un mystère non résolu. Il était notre famille. Oui, j'étais leur famille. Et je suis sûr que j'aurais été un tonton rigolo si j'étais pas mort sur cette foutue plage. Ah, j'aurais retrouvé Dorothy, on aurait eu des mômes. Vous savez ce que je pense? Je pense que je ne l'ai pas abandonné. Non, je pense que j'étais parti chercher quelque chose pour elle, pour lui prouver mon amour. Ah, si je l'avais prévenu, ça aurait gâché la surprise. Ah, je te vois venir. Un jour, tu as enfin trouvé ce que tu cherchais. Une pierre précieuse, ce genre. Oui, ou un artefact. Pour elle, j'ai vécu une aventure digne d'Indiana Jones. Sauf qu'avant que tu retrouves Dorothy, quelqu'un te l'a volée et a déguisé ton meurtre en suicide. Oui, la pauvre. Elle n'en a jamais rien su. Elle m'a pleuré toute sa vie sans savoir ce que j'ai fait pour elle. Bref, vu les déclarations qu'elle a faites dans sa demande de divorce pour abandon, il est possible qu'en la quittant comme un malpropre, tu lui aies permis de vivre sa meilleure vie. Ah bon? Qu'a-t-elle déclaré? Il a écrit de nombreux poèmes, la plupart d'entre eux sur le thème de la mort, qu'il prétend être son plus grand désir. T'étais possédé par le robéiade, Karl? Peut-être. Mais, vous savez, nous, les poètes, avons nos moments de mélancolie et nous en nourrissons notre art pour la transformer en grâce. Je crois que malheureusement, c'est pas la grâce qui a ambiancé tes années de mariage avec Dorothy, mais le glauque. Elle t'a décrit comme un homme violent physiquement et verbalement, menaçant, lunatique, qui n'entretient d'amitié avec personne, et qui est souvent au lit à 19h. Un jour de mars 46, alors qu'elle rentre à la maison, elle te trouve dans un état alarmant. Je l'ai trouvé, allongé dans un lit mouillé, regardant dans le vide. Il pouvait à peine parler et divaguait. L'appartement empestait l'éther, si fort que les autres locataires s'en plaignaient. Une overdose fort possiblement planifiée, en tout cas. Ta femme t'a sauvé et elle s'est occupée de toi les jours suivants. Elle t'a nourri à la main. Mais dès qu'il s'est remis sur pied, il m'a dit que j'étais idiote de l'aider à se rétablir. À partir de ce moment-là, il est devenu de plus en plus violent. Il y a eu des interventions de la police et des parents de Dorothy, mais ça n'a pas suffi à la protéger de toi. Alors, en septembre 46, elle a fui l'appart avec seulement quelques shillings pour tenir le coup. Oh, je ne sais quoi dire, j'étais donc un homme violent et toxique. Oh, j'ai honte de ce que je découvre. Il eût été judicieux de me faire soigner. Ouais, une thérapie, un bon suivi par un psychiatre avant ton mariage eût été salutaire. Tu aurais aussi pu pas te marier du tout. Et ne bousiller personne d'autre que toi. Ouais. S'il y a une leçon à retenir de toute cette histoire pour vous les vivants, c'est bien celle-là. Maintenant que l'affaire est à Manchester, je tiens à vous dire merci les amis. À défaut de me rendre mon foutu corps, vous m'avez rendu mon nom. Moi je crois que la leçon à retenir, c'est que les services secrets vous ont bien enfumé les gars. Oh non putain, Jean-Francky Théorie, l'enquête est terminée, on allait conclure l'émission là. C'est déjà assez long. Attends Michel. Cousin? Non. T'as des infos? Et comment? Bah vas-y, allez, vas-y. Écoutez-moi bien, juste devant la plage de Somerton, il y a une sculpture en forme de mec assis sur un banc. Et ben, en septembre 2023, qu'est-ce qu'on a trouvé sur cette sculpture? Quoi? Un bouquet de fleurs et un petit mot. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ce petit mot? Quoi? Joyeux anniversaire au véritable homme de Somerton, Karl Joseph Alban. Chapelier, marin, communiste, espion. Notre vœu d'anniversaire pour toi est que la vérité éclate. L'Autriche t'appelle à la maison. Signé, ta famille aimante, votre voix Sophie et ta Justine bien-aimée. Mais qui est cette Sophie? C'est l'avocate de la famille, elle a fait sa propre enquête. Tu t'appelles pas Karl Webb, mais Karl Joseph Albarn. Ton cousin bossait sur un projet de bombe atomique au Royaume-Uni, comme par hasard. Je ne suis donc pas un mari violent? Oh, ah, ça me soulage. Mais non, tout ça c'est un coup monté par les services secrets. Mais l'avocate, elle a des preuves? Elle a des témoignages d'experts et de scientifiques de renommée internationale, s'il te plaît. Ok, et 1 an et demi plus tard, elle en est où? La vérité éclatera dans vos faces de falsificateurs prochainement à la télé, dans un documentaire. Ça a pas l'air très sérieux cette histoire. Comme d'habitude avec toi, cousin complotiste. Toi t'es matrixé par les scientifiques, mais la vérité est ailleurs, c'est moi qui... Allez, hop, terminé, point final, s'il vous plaît. On arrête, s'il vous plaît. Tamam. Shut.
Allez les petits mauvais, nous de notre côté, nous partons pour de nouvelles aventures et nous vous remercions pour votre fidélité. Je tiens également à dédier cette émission à Rexou du 22 et à tous les T-Rex qui nous écoutent. Au revoir les petits mauvais. Au revoir les petits mauvais. Au revoir Rexou du 22.